Il y a des vies qu'on ne remarque pas, des silhouettes qui traversent l'histoire sans qu'on les voie, sans qu'on les écoute. Et pourtant, sans elles, rien ne fonctionnait. Imaginez-vous dans une maison somptueuse au début du XXe siècle. Un escalier en marbre, des chandeliers en cristal, de lourds rideaux pourpres qui filtrent la lumière du matin. La maison s'éveille, mais pas vous. Car cela fait déjà des heures que les couloirs bruissent d'une activité discrète. Des pas feutrés, des mains silencieuses qui frottent, plient, astiquent. Un monde caché qui s'affaire pendant que les maîtres dorment. C'était cela, être domestique dans une maison édouardienne. Être là sans être vu. Travailler sans relâche. Et se taire, toujours. Derrière la beauté des manoirs anglais se cachait une hiérarchie impitoyable. Une société dans la société, codifiée, stricte, parfois cruelle. Une armée silencieuse qui, à l'aube, faisait tourner les rouages du quotidien luxueux de la haute bourgeoisie. Mais à quoi ressemblait vraiment leur vie? Qui étaient ces hommes et ces femmes de l'ombre? Quels secrets portaient-ils? Et que se passait-il quand certains osaient briser le silence? Ce que vous allez entendre est une plongée dans un monde disparu, fait de devoirs, de rituels et de drames étouffés sous les tapis épais. Bienvenue dans l'envers du décor. L'ère édouardienne commence en 1901 à la mort de la reine Victoria. Son fils, Édouard VII, monte sur le trône. Mais ce n'est pas seulement une nouvelle monarchie qui s'ouvre. C'est une époque de contradictions, de tensions sociales et d'élégance tapageuse. Les villes s'agrandissent, les fortunes se bâtissent à une vitesse fulgurante. L'Angleterre est encore à la tête d'un immense empire colonial. Les riches affichent leur réussite dans des demeures de plus en plus extravagantes. Mais cette richesse repose sur une main-d'œuvre silencieuse. Dans presque chaque maison de la classe moyenne supérieure, on trouve des domestiques. Et dans les maisons des très riches, ils sont des dizaines. Londres, par exemple, comptait à l'époque plus d'1 million de serviteurs. C'était le métier le plus répandu parmi les femmes. Plus que les ouvrières, plus que les institutrices. Car le service domestique était perçu comme honnête, respectable. Mais ce respect, il était à sens unique. La société édouardienne était obsédée par les apparences, la façade d'une maison, les nappes repassées, la façon dont le courrier était présenté à table. Tout devait être irréprochable, et pour cela, il fallait des mains, des dizaines de mains, toujours occupées, jamais visibles. La classe sociale était un mur infranchissable. Les riches vivaient au-dessus, les domestiques en dessous. Parfois, littéralement. Leurs chambres étaient souvent au sous-sol ou dans les combles. Même les maisons étaient pensées pour que les maîtres aient jamais à croiser les regards de ceux qui les servaient. Escaliers séparés, couloirs invisibles, cloches à tirer, fils tendus à travers les murs pour appeler, exiger, corriger, sans jamais dire un mot. Mais pour bien comprendre ce monde, il faut découvrir ses rouages. Et ces rouages, ce sont eux, les domestiques. Mais derrière les murs des belles demeures se jouait un tout autre théâtre. Ils n'avaient ni uniforme militaire, ni armes à la ceinture, mais ils étaient partout, silencieux, obéissants et essentiels. Dans les grandes maisons édouardiennes, une armée entière œuvrait chaque jour à faire tourner le quotidien. Pas d'électricité automatique, pas de lave-linge, pas de confort moderne, seulement des mains et une discipline de fer. On les appelait les domestiques. Mais ce mot cache en réalité une hiérarchie bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Dans une maison bourgeoise typique, on trouvait au minimum 6 à 8 serviteurs. Mais chez les très riches, ce chiffre pouvait monter à plus de 20. Tout en haut de cette pyramide discrète, le majordome, véritable capitaine du navire. Il gérait les horaires, le personnel, les finances de la maison. Toujours droit. Costume impeccable, regard perçant. Il représentait l'ordre, et personne ne contestait son autorité. Juste en dessous, la gouvernante, responsable des femmes de chambre, de l'éducation des enfants parfois et du maintien des règles. Ni tout à fait servante, ni tout à fait maîtresse.
Elle naviguait entre deux mondes, souvent avec sévérité. Puis venait une cascade de rôles. Les valets de chambre qui s'occupaient des maîtres, de leurs vêtements, de leurs affaires personnelles. Les femmes de chambre assignées aux dames et aux pièces privées. Les cuisinières, souvent redoutées pour leur caractère, gardiennes des recettes et du budget alimentaire. Les aides cuisinières, les laveuses, les lingères, les palefreniers, les jardiniers, les chauffeurs et même parfois les chasseurs de mouches dans les salons. Et puis, il y avait les plus jeunes, les petits garçons de cuisine à peine âgés de 12 ans, les maids de 13 ou 14 ans venus de la campagne, mal payés, maltraités, parfois analphabètes. Elles faisaient les tâches ingrates, récurer les cuivres, porter les seaux d'eau bouillante, ramasser les déchets. Leur journée commençait avant l'aube, souvent vers 4 ou 5 heures du matin, et elle ne se terminait qu'après le coucher des maîtres, autour de 23 heures. Pas de pause, peu de repas, pas de respect. Et pourtant, tout devait briller. Les chaussures de monsieur, le service en argent, les marches de l'escalier, les vitres du salon, la maison devait resplendir, à tout instant. Mais le plus dur, ce n'était pas le travail, c'était l'invisibilité. Les domestiques devaient marcher sans bruit, se faire oublier, rester dans les zones qui leur étaient assignées. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les mêmes entrées, les mêmes escaliers, ou même les mêmes mots. Dans certains foyers, il était interdit d'appeler un chat « chat » devant les maîtres. On disait « le petit animal » pour éviter toute vulgarité. Et malgré cette discipline, les erreurs étaient nombreuses. Un bouton mal fermé sur un gilet, une tasse placée du mauvais côté, une réponse jugée trop vive, et les conséquences pouvaient être terribles. Les plus chanceux recevaient une remontrance. Les autres perdaient leur poste, leur logement, leur seule sécurité. Car oui, être domestique, c'était aussi vivre sous le toit des maîtres, dans de petites chambres, parfois sans fenêtres, parfois dans les combles glacés ou les caves humides. Mais pour beaucoup, c'était mieux que la misère des campagnes. Alors ils acceptaient, et ils se taisaient. Mais travailler dur n'était que le début. Le plus difficile, c'était d'exister sans exister. On croit parfois que le silence est un vide. Mais dans les grandes maisons édouardiennes, le silence était une langue, un code, une discipline. Être domestique ne consistait pas seulement à nettoyer, servir ou obéir. C'était aussi apprendre à disparaître, à se fondre dans les murs, à ne jamais troubler la paix apparente de la maison. Tout était codifié, jusqu'au regard. Un domestique n'avait pas le droit de croiser le regard de son maître. S'il le faisait, c'était vu comme une impolitesse, une intrusion, un manque de respect. Il fallait baisser les yeux, toujours, et ne jamais parler, sauf si on vous adressait la parole. Dans certaines maisons, les serviteurs devaient même tourner le dos et faire semblant de ne pas entendre lorsque les maîtres entraient dans une pièce, comme s'ils n'étaient pas là, comme s'ils n'existaient pas. Les déplacements se faisaient à heures précises. Certains couloirs étaient interdits. D'autres devaient être traversés à reculons pour ne pas importuner la vue des maîtres. Les portes, on les ouvrait doucement, et on attendait. Si le maître ne vous donnait pas l'autorisation d'entrer, on restait figé, même en cas d'urgence. Et les bruits? Pas question de laisser tomber une cuillère, pas question de tousser ou même de soupirer. On devait apprendre à respirer, sans déranger. Chaque mouvement, chaque geste, chaque mot devait être contrôlé. Même les habits servaient à cette invisibilité. Les servantes portèrent des robes sombres, sans aucun ornement, pas de bijoux, pas de couleurs vives, juste du noir, du gris, du silence. Et il y avait les gestes codés, un simple tintement de cloche et il fallait se précipiter. Une pause dans la voix du maître et il fallait comprendre sans qu'on vous l'explique. Anticiper les besoins, deviner les intentions, sans poser de questions. Car poser une question, c'était risquer d'être vu. Et être vu, c'était déjà trop. Certains domestiques racontèrent plus tard que ce silence était plus lourd que les tâches les plus pénibles.
car ils préféraient récurer les sols à genoux plutôt que de vivre dans l'angoisse dès un mot de trop. L'une d'entre elles, Mary, femme de chambre dans une maison de Notting Hill, a écrit dans son journal « Je suis un meuble qui respire. Je bouge dans la maison comme un fantôme. Si je parle, je tremble. Si je suis vu, je m'excuse. Si je pense, je cache mes pensées. » Cette soumission psychologique n'était pas une exception. Elle était la norme. Et plus les maisons étaient riches, plus l'étiquette était rigide. Car derrière les dorures, il y avait la peur du scandale, la peur du désordre, la peur que le masque tombe. Les maîtres exigeaient le silence pour mieux préserver leur image. Et les domestiques le respectaient, souvent par peur, mais parfois par loyauté ou par habitude. Et pourtant certains ont brisé ce code, parfois au péril de leur vie. Il y avait des règles, il y avait le silence, et puis il y avait ce qui se passait quand personne ne regardait, car sous la surface bien lissée des salons édouardiens bouillonnaient des tensions, des colères muettes, des douleurs contenues, des vies brisées, que l'on préférait ne pas voir. Dans ce monde où les domestiques devaient tout accepter sans un mot, les abus étaient monnaie courante. Mais ils restaient enfermés entre les murs, jamais racontés, jamais jugés. Certains maîtres se croyaient tout-puissants, et parfois, ils agissaient comme tels. On parle à demi-mot de majordome renvoyé sans explication pour avoir simplement surpris une conversation privée, de femmes de chambre humiliées publiquement parce qu'un drap n'était pas parfaitement repassé, de jeunes servantes, à peine adolescentes, exploitées par ceux qui devaient les protéger. Ces histoires, longtemps étouffées, ont refait surface dans les journaux intimes, les lettres secrètes, les récits transmis en silence d'une génération à l'autre. Comme celui de Clara, 17 ans, femme de chambre dans une maison de Mayfair. Elle écrivait « Il a dit que si je parlais, je retournerais à la rue. Il m'a demandé de ne rien dire. Et je n'ai rien dit. Je n'avais nulle part où aller. » Ou celui de Thomas, valet de pied, qui avait été battu pour avoir servi le vin trop chaud lors d'un dîner. Congédié sans salaire. Rendu invisible du jour au lendemain. Mais tous ne se sont pas tus. Certaines domestiques ont trouvé la force, ou le désespoir, de fuir. Parfois la nuit, en abandonnant leur paix. Parfois en pleine journée, après une insulte de trop. D'autres ont pris la plume. Des journaux entiers, écrits en cachette, ont été retrouvés bien plus tard. Certains même glissés entre les lattes du plancher, comme des bouteilles à la mer. Ces mots étaient simples, mais bouleversants. Ils parlaient de solitude, d'injustice, d'un monde où l'on travaillait sans jamais être reconnu, où l'on servait des gens qui ne savaient même pas votre nom, et parfois, les domestiques se sont organisés. En 1904, à Londres, une grève inattendue a éclaté. Des cuisinières, des bonnes, des valets ont refusé de servir. Ils réclamaient des horaires humains, des salaires justes et surtout, un minimum de respect. Les journaux ont parlé de cette révolte de aile ombre, avec un mélange de mépris et de panique. Car si les domestiques cessaient de servir, qui allait faire tourner le monde feutré de l'élite? Mais il n'y avait pas que la colère, il y avait aussi les rumeurs. Dans les grandes maisons, les murs avaient des oreilles, et les domestiques voyaient tout, les maîtres infidèles, les maîtresses dépressives, les enfants illégitimes, les objets précieux remplacés en secrets, les lettres brûlées, les secrets honteux, et certains ont utilisé ces secrets. Un mot glissé dans la bonne oreille, une confidence échappée entre deux couloirs, une menace à peine voilée. La servitude pouvait devenir un levier, discret, dangereux, mais puissant. Et si certains domestiques ont payé le prix de leur courage, d'autres ont trouvé dans cette rébellion silencieuse un moyen d'exister. Car derrière chaque soumission, il y avait une personne, un passé, des rêves, et parfois une volonté de tout briser. Mais tous n'étaient pas victimes. Certains ont joué un double jeu, et en ont tiré bien plus qu'une simple paix.
Tout n'était pas noir. Dans ce monde de silence et d'obéissance, il y avait aussi des liens, fragiles, déroutants, parfois puissants. Car dans l'ombre des grandes familles, certains domestiques devenaient bien plus que de simples employés. Ils devenaient les témoins privilégiés, les confidents, les gardiens de secrets que même les murs ne répétaient pas. Prenons les valets de chambre, par exemple, toujours à proximité de leur maître. Présents au lever, à l'habillage, au dîner, ils connaissaient ses habitudes, mieux que sa propre épouse. Ils savaient ce qu'il buvait, ce qu'il lisait, ce qu'il redoutait, et parfois, cela allait plus loin. Certains valets devenaient les confidents de leur maître. Ils écoutaient leur colère, leur chagrin, leurs regrets. Ils conseillaient discrètement, sans jamais sortir de leur rôle. Mais leur influence était bien réelle. Il en allait de même pour certaines femmes de chambre, attachées aux dames de la maison. Elles les habillaient, les accompagnaient dans leurs chagrins amoureux, les aidaient à dissimuler un rendez-vous discret ou une lettre compromettante. C'est dans ces relations intimes, silencieuses, que se jouaient des jeux d'équilibre étranges. Des relations fondées sur la confiance, et parfois sur la dépendance. Car si le maître avait le pouvoir officiel, le domestique, lui, détenait l'information. Et dans certains cas, cela pouvait tout changer. On raconte l'histoire de James, un majordome qui servit une même famille pendant 37 ans. Il avait commencé comme simple garçon de cuisine, mais au fil des années, il avait su gagner la confiance du patriarche. Et à la mort de ce dernier, surprise, James hérita d'une petite maison à la campagne et d'une rente à vie. Case isolée? Pas tant que ça. On trouve dans certains testaments édouardiens des legs étonnants à des domestiques fidèles, des montres précieuses, des sommes d'argent, parfois même des parts d'un domaine. Mais tout cela ne se faisait jamais à la lumière du jour. Ces gestes étaient rares, cachés, parfois contestés par les héritiers, car pour l'aristocratie, un domestique restait un domestique, et le voir devenir quelqu'un était presque une trahison de classe. Et pourtant, certains ont réussi. On raconte aussi l'histoire de Liliane, une nurse discrète, qui, après 20 ans au service d'un riche marchand, ouvrit une école pour filles dans le Kent, financée par un don anonyme. Derrière chaque uniforme noir, il y avait parfois une ambition secrète, une stratégie, un espoir. Mais cela demandait de la finesse, et parfois un double jeu. Car certains domestiques n'étaient nés pas seulement là pour servir, ils observaient, ils écoutaient, ils retenaient. Et si un jour les circonstances l'exigeaient, ils savaient exactement quoi dire, à qui et quand. Le service devenait alors un théâtre, un jeu de rôle permanent, un équilibre entre soumission apparente et pouvoir caché. Mais en dehors des murs dorés, l'opinion publique commençait à changer. Chaque empire, chaque rituel, chaque époque finit par s'éroder. Et le monde des domestiques, aussi rigide soit-il, n'a pas échappé à la règle. Il n'a pas disparu d'un coup. Mais il s'est fissuré, lentement, inexorablement. La Première Guerre mondiale a tout bouleversé. Les jeunes hommes sont partis au front. Les grandes maisons ont perdu leurs valets, leurs palefreniers, leurs jardiniers. Les femmes ont été appelées à travailler dans les usines, dans les hôpitaux, dans des postes jusque-là impensables. Et quand la guerre s'est achevée, elles ne voulaient en plus revenir. Revenir à quoi d'ailleurs? À une vie de soumission, d'invisibilité, de fatigue silencieuse? Non. Quelque chose avait changé. Le monde avait vu la mort de trop près pour tolérer encore les jeux d'apparence. Et dans les campagnes comme dans les villes, les jeunes filles refusaient de se placer. C'est ainsi qu'on appelait ça « se placer », comme on range un objet. Les grandes maisons commencèrent à se vider. Certains maîtres durent se résoudre à cuisiner eux-mêmes, à répondre à leurs courriers, à ouvrir leurs propres rideaux. Et pour eux, cela ressemblait à la fin d'un monde. Mais pour les anciens domestiques, c'était le début d'une vie. Une vie avec un nom, un salaire choisi, une voix.
Dans les années 1920, on vit apparaître des associations d'anciens domestiques, des groupes de parole, des livres, des témoignages. Enfin, ils racontaient le froid des combles, la solitude des couloirs, les abus étouffés, mais aussi la fierté du travail bien fait, l'élégance des gestes, les amitiés nouées dans l'ombre. Car tout n'était pas noir, il y avait aussi des souvenirs tendres, des rires discrets partagés dans la cuisine, des moments volés à la hiérarchie, des instants d'humanité. Mais le système, lui, était condamné. La technologie, la montée de la classe moyenne, les nouvelles lois du travail, tout cela sonnait le glas du service domestique à l'ancienne. Certaines maisons furent vendues, d'autres laissées à l'abandon. Beaucoup furent reconvertis en musées, en hôtels, en écoles. Et les escaliers de service? On les visita comme des curiosités d'un autre temps. Les uniformes, conservés sous verre, les sonnettes, silencieuses à jamais, et aujourd'hui, que reste-t-il de ces existences fantomatiques? Ils sont passés sans bruit, comme des ombres dans l'histoire, des silhouettes discrètes, que l'on croisait sans vraiment les voir. Et pourtant, ils étaient partout. Chaque rideau tiré, chaque vêtement repassé, chaque repas servi avec soin, porte encore aujourd'hui la mémoire de leur travail. Invisible, essentiel. Être domestique dans une maison édouardienne, ce n'était pas simplement avoir un emploi. C'était entrer dans une mécanique sociale implacable. C'était apprendre à se taire, à s'effacer, à exister uniquement dans l'angle mort du regard des autres. Mais derrière chaque tablier, chaque paire de gants blancs, il y avait une personne, un cœur, des rêves, et parfois des blessures profondes. Ces femmes et ces hommes n'étaient ni des héros ni des martyrs. Ils étaient humains, pris dans un système plus grand qu'eux. Certains s'y sont pliés, d'autres s'y sont perdus. Quelques-uns ont réussi à le contourner ou à s'en libérer. Aujourd'hui, leurs noms se sont effacés. Leurs chambres ont disparu. Leurs voix se sont tues. Mais en prêtant attention, en écoutant entre les lignes de l'histoire, on peut encore entendre leurs pas sur le parquet ciré, leurs soupirs derrière les portes closes, leur silence plein de sens. Et peut-être que nous leur devons plus que nous ne le pensons, car ils nous rappellent que toute société repose sur ceux que l'on ne voit pas, sur ceux dont on n'entend pas la voix, sur ceux qui, jour après jour, soutiennent le confort des autres. Alors, la prochaine fois que vous visiterez un vieux manoir ou que vous verrez une série sur l'aristocratie d'autrefois, souvenez-vous. Souvenez-vous de celles et ceux qui montaient les escaliers de service, les bras chargés de linge, le regard baissé, le cœur souvent lourd, mais la tête pleine d'histoires. Des histoires que personne ne racontait, jusqu'à aujourd'hui.